Cerno. Une anti-enquête. Épisode 149. Je suis rentré à mon bureau et je suis complètement perdu. Qu'est-ce que nous raconte ce crime ? Qui faut-il croire ? Quelle hypothèse privilégiée ? J'appelle Colette, la cousine de Reine de la Mare. Je voudrais lui raconter ce que m'a confié Annie et savoir ce qu'elle en pense. Allô ? Oui. C'est pas moi. On sait qui c'est derrière. C'est Thierry. Thierry Paulin. Thierry Collat. Paulin. Paulin. Ah bon. Ah non. Et donc on sait qu'à 12h15, Reine, elle était encore vivante. Ah bon. Si vous ressentez le besoin de comprendre... Non, vous pouvez pas comprendre. Moi ? Oui. Ben voyons. C'est un Scooby-Doo absurde. J'entends des corbeaux. L'inconnu est partout. C'est compliqué maintenant de rentrer dans les immeubles. Faut sauver la façade toujours, monsieur. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non ? Il partait au boulot. Cerno. Il était fragile, il était perdu. 3, 2, 1. Allô, Colette ? Bonjour Julien. Comment Comment allez-vous ? allez-vous ? Ça va très très bien. Est-ce que vous avez fait usage de mes indications ? Est-ce que ça vous a servi ? Oui, beaucoup. Alors, je voulais vous tenir un peu au courant. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle habitait pas rue Brochamp, Reine de la Mare, mais elle habitait au 52 rue des Moines. Ah oui, vous avez raison. Et donc voilà, j'ai retrouvé son immeuble. J'ai pas réussi à retrouver ses filles. Oui. Et j'ai aussi rencontré Annie. Ah. Elle m'a fait un portrait de reine un peu particulier. Elle me disait que c'était quelqu'un de pas commode, qu'elle aimait pas beaucoup, qui était très colérique. Je fais pas beaucoup confiance à son jugement. Reine était peut-être colérique comme on l'était dans ce temps-là, vous savez, mais c'était vraiment une très brave femme. D'accord. Alors, peut-être que c'était une brave femme, mais qui peut-être s'exprimait... Difficilement. Ou alors, oui, peut-être qu'elle osait dire les choses et que c'était mal perçu ? Non. Non. Elle s'exprimait, si vous voulez, ma cousine Reine était née en 23. Ma tante et mon oncle n'étaient pas des gens faciles parce qu'ils n'avaient pas eu une vie facile, mais ma tante était... elle ne savait pratiquement ni lire ni écrire, ma tante. Elle était maîtresse femme, mais pas bien éduquée et elle n'avait pas su évoluer. Donc ses enfants en avaient certainement souffert. D'accord. Et c'est ce qui explique peut-être l'aspect peut-être un peu rude. C'est possible, vous avez certainement raison, mais j'avoue que c'était une tellement brave femme au sens populaire qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'être colérique. Alors, ce que me disait Annie aussi, c'est que apparemment, la reine n'a pas été suivie dans la rue, mais elle a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait, ou en tout cas avec qui elle avait rendez-vous. Et ce que me disait Annie, c'est qu'elle pense, elle, que Reine, si vous voulez, avait des activités illicites et que c'est une espèce de règlement de compte qu'elle traînait avec des gens pas très nets. Ah ben alors là, vous m'en apprenez. Hein. J'en suis assise, heureusement, parce que des activités illicites, ma cousine... Mais elle est malade de vous avoir dit ça. Elle lui en veut familialement. Hein. D'accord. Elle est malade. Hein. Pour moi, ce n'est pas vrai. Non, ce que dit Annie, c'est qu'elle fréquentait un truand du Havre et que voilà, qu'on la voyait, qu'elle se déplaçait en bus, soi-disant, pour aller avec des paquets dans un squat à Saint-Ouen. Mais ça, alors, c'est... Là, d'emblée, je vous aurais dit que c'était faux, mais comme je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Vous savez, il y a des fois, on cache sa profonde nature et puis on apparaît sous un jour très différent. Et moi, je la voyais par rapport à mes parents, par rapport à cette femme qui était une brave, très brave femme. Hein, et je n'avais pas du tout la notion de ce que vous êtes en train de me dire. Et j'en aurais vraiment des doutes. Parce que c'est pas possible. Pour moi, vous me découvrez une cousine que je ne connaissais pas.
Ce que disait Annie aussi, c'est que Reine avait dans son réfrigérateur 2 repas achetés chez un traiteur. Oui, Vous savez ça? ben ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce jour-là si elle attendait quelqu'un ou pas quelqu'un, mais Reine était précautionneuse, c'est-à-dire que elle achetait toujours en double. Ah, Mais ça depuis tout le temps. Et Reine avait toujours peur, comme les gens de la guerre, de manquer. d'accord. Donc, c'est vrai, et ça, les plus jeunes ne peuvent pas réaliser ce profond trouble qu'il y a eu avec la guerre, avec l'occupation, avec le manque D'accord. qu'il y avait à cette époque. Mais ce que vous me dites aujourd'hui, je n'en crois pas une parole. Et je ne mettrai pas ma main au feu pour dire que Reine avait une double vie. Ça, alors là, pas du tout. Ne comptez pas sur moi. Du coup, je suis... Perplexe. Oui, parce que je me dis, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui ont été volées chez elle. Il n'y a rien qui a été volé. Ah, rien n'a été volé. Elle avait été faire ses courses le matin. Elle était suivie, mais à l'époque, vous savez, il y a eu de nombreuses personnes qui ont été suivies par des malfrats et qui ont été assassinées. Ah oui, donc ce serait vraiment ça. Ce serait qu'elle aurait été suivie. Elle a été suivie par un qui a monté chez elle, qui l'a bousculée pour rentrer quand elle a ouvert sa porte. Voilà la version que j'ai. Alors moi, j'y crois pas vraiment parce que apparemment, Reine ne rentrait pas de ses courses. Elle avait pas de panier avec elle, de provisions. Elle avait pas de manteau. Elle avait pas ses chaussures. Donc c'est pas cette version-là, je pense. Je pense pas qu'elle ait été attaquée dans son escalier. Je ne sais pas. Elle avait peut-être été simplement se promener dans son quartier, comme on fait beaucoup. Vous savez, quand on habitait un quartier, on descendait, on allait dire bonjour à sa voisine sur le trottoir, on allait acheter son journal ou pas l'acheter, puis on montait chez soi pour pas être seul de la journée. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Bon, on saura probablement jamais. Ben, vous savez, vous êtes en train de ressortir les vieux papiers de dessous les pierres. Il reste en petit avec tous les mystères de l'époque. Et puis, c'était une femme, entre guillemets, sans intérêt pour beaucoup de médias. Mais je n'y crois pas du tout à cette version. Ça vous du tout. Ça vous fait de la peine? Ça me fait beaucoup de peine parce que ça démolit encore un petit peu plus le souvenir que j'avais de cette dame. Et le souvenir que j'avais, c'était une grosse femme, bien paysanne, bien, qui n'était pas élégante, mais qui était vraiment très gentille et qui n'aurait pas fait de mal à 3 canards. Donc je ne peux pas y croire. À bientôt de vous réentendre. À bientôt, Colette. Au revoir. Au revoir. Cette histoire est bien compliquée, décidément. Si rien n'a été volé, quel est le mobile du crime? Est-ce qu'on l'a tué pour régler des comptes, suite à de prétendues activités illégales, pour récupérer des documents, de la marchandise? Si elle n'avait pas été une femme, est-ce qu'elle aurait été tuée quand même? Est-ce un fait divers, presque sans importance, sur lequel il ne faut pas s'attarder, ou un fait plus grave, qui raconte quelque chose de plus vaste, et qu'il faut donc au contraire creuser? Demain matin, je pars à Lyon, et je vais faire une interview qui devrait m'apporter des réponses, peut-être même changer le cours de ce podcast. Madame, monsieur, dans quelques instants, notre TGV entrera en gare de Lyon-Part-Dieu. Nous serons reçus à la voie E. 3-2-1. Je viens d'arriver à Lyon. J'ai rendez-vous avec une docteure en sciences politiques qui s'appelle Margot Giacinti, qui travaille sur la question du féminicide. Et j'ai lu sa thèse qu'elle a soutenue en 2023, ainsi qu'un livre qu'elle vient de publier qui s'appelle Le commun des mortels. Alors ça fait 6 ans que je travaille sur cette affaire Paulin, et 6 ans que je pose la question,
Pourquoi ces femmes ont-elles été tuées ? Je me suis souvent tourné vers la psychologie pour expliquer les actes criminels de Paulin. Mais en lisant les travaux de Margot Giacinti, j'ai découvert toute une autre dimension que je soupçonnais un peu sans avoir vraiment bien analysé ce qui se passait. Et j'ai l'impression que personne n'a vu ce qu'était réellement l'affaire Paulin. Et donc j'ai hâte de rencontrer Margot Giacinti et de l'interviewer pour regarder cette affaire maintenant avec des yeux neufs. Je vais prendre le métro. On a rendez-vous à l'École normale supérieure de Lyon. Merci de votre attention. « 3, 2, 1, il y a du vent. J'attends à la sortie du métro, je suis un peu en avance. Je vois l'ENS de Lyon, de là où je suis. Une affiche pour un concert privé de Lara Fabian. On peut gagner des places sur Impact FM. Il y a un enfant qui jette une bouteille en plastique par terre devant une poubelle. 2 jeunes femmes qui fument une cigarette. Il fait doux. Et gris. Là, je vois une jeune femme qui marche avec un ciré jaune dans les mains, c'est peut-être elle. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Julien. Et ben Margot. Merci beaucoup de me recevoir ici. Pas de souci, merci à vous d'être venu. J'avais grand besoin de vous rencontrer. Ok, donc là on va aller vers l'ENS de Lyon et la salle est au premier étage. D'accord. On va passer un badge. On est dans l'ENS. Excusez-moi, j'ai réservé une salle en D1 108. On se prendrait pas un petit café avant ? On peut complètement se prendre un petit café. Alors nous voilà installés dans une salle de l'ENS. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je dois dire avant tout que j'ai entendu parler de vous grâce à une copine, Lorraine Descartes, qui a travaillé sur la question du féminicide et qui a écrit un livre d'ailleurs. Un jour, elle a posté une story sur Instagram qui rapprochait nos travaux respectifs, les vôtres et les miens. Et ce faisant, elle m'incitait, je pense, à m'intéresser à vos recherches. Et donc je la remercie parce que ça m'a fait beaucoup de bien, je crois. Donc vous avez soutenu une thèse en novembre 2023. Vous avez fait un travail très précis, très long. Vous avez épluché les affaires jugées à Lyon entre 1791, date de parution du premier code pénal, et 1976, qui est la date de la Conférence internationale des crimes contre les femmes. Ça veut dire que vous avez compulsé énormément d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle était votre recherche ? Alors, en fait, j'ai découvert en 2014 le mot féminicide. Et je suis tombée sur ce mot, et ce mot, il a vraiment résonné. Parce que ça faisait quelques années déjà que je me disais que le terme crime passionnel, qui était très présent dans les journaux à l'époque, ne faisait pas grand sens. Et aussi, venait faire écho à une expérience qui était tout à fait personnelle. Dans le cadre de ma vie de féministe, j'avais été menacée de mort. Vous avez été menacée de mort ? Oui, j'ai été menacée de mort quand j'étais en études. Parce que je viens d'une famille assez politisée et j'étais déjà féministe en arrivant en études. Chose qui, dans les années 2010, n'était pas très fréquent et qui ne se disait pas. Bon, aujourd'hui, je vois du côté enseignant que j'ai beaucoup d'étudiantes qui se disent féministes et c'est peut-être une majorité d'étudiantes. Mais à l'époque, moi, j'étais toute seule. Et je l'avais assumé sans m'en cacher. Et ça posait problème parce que j'hésitais pas à dire quand je trouvais que les choses étaient violentes, étaient sexistes. Je prenais la parole en public. Je ne réfléchissais pas forcément aux conséquences. J'essayais pas de me sauvegarder. Je me disais juste qu'il fallait dire les choses et que sans doute d'autres personnes seraient d'accord avec moi et j'y allais, quoi. Quand j'ai essayé de porter cette parole-là, j'ai reçu des menaces de mort parce qu'en fait, je pense que je parlais trop. J'essayais de me faire ma place et ça plaisait pas. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, j'ai reçu ces menaces. Et vous pouvez dire ce que c'était, ces menaces ?
Par exemple, j'ai reçu une menace, alors cette fois-ci indirecte. Donc, il pouvait y avoir des messages, par exemple, sur Facebook à l'époque. Mais aussi, j'ai reçu une menace indirecte. J'ai été en colocation pendant quasiment 10 ans de ma vie. Et un soir, mon colocataire était allé à un supporting. Notre équipe de rugby jouait. Donc, il y avait toujours des soirées qui étaient organisées pour faire du supporting, pour les encourager à bien jouer. Et il revient, il me dit, tu sais pas ce qu'on m'a dit dans le tram. Il y a un étudiant qui était plus jeune que nous, qui m'a dit, tu connais Margot Giacinti ? Eh ben on va la buter. Donc il revient en me disant ça à l'appartement, et je comprends pas en fait. Je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'étais même pas là ? Voilà. Donc c'était une menace indirecte, mais c'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on m'a rapporté par mon colocataire avec qui je vivais depuis déjà 2 ans. Ça vous a fait quoi ? Je me suis... le mot que j'ai mis après coup, après avoir travaillé sur le féminicide, c'est « je me suis sentie tuable ». C'est que j'ai compris que on pouvait me tuer pour ce que j'étais. Pour ce que je représentais, pour ce qu'on percevait de moi, pour ce que je disais, etc. En fait, dans ma famille, on est très fan de ce film de 2000, Les Demoiselles de Rochefort, dans lequel, à la fin, il y a cette chanson Guillerette qui parle de cette femme découpée en morceaux. Donc c'est une femme âgée. Et elle a été découpée en morceaux par un ancien amant, un ancien prétendant, qu'elle avait visiblement rejeté, etc. Et... C'est quoi cette chanson, pardon ? Elle dit quelque chose comme... elle regarde un journal, elle lit le journal, donc c'est... je ne sais plus l'actrice qui joue, mais c'est celle qui tient... c'est la tenancière du café. Et elle dit, tiens, on a découpé une femme en morceaux. Elle le chante, tiens, on a découpé une femme en morceaux. Une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Donc elle commence comme ça. Et donc il y a Maxence qui est joué par Jacques Perrin, qui s'étonne, voilà, qui l'écoute. Donc on est vraiment dans le fait divers. Tiens, voilà, cet horrible fait, une ancienne danseuse, qui est retrouvée dans une malle. Et cette chanson Guillerette m'était quand même restée en tête. Je mettais ça face à cette catégorie du crime passionnel et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'on tue par amour ? Bon, cette chanson qui m'est restée en tête assez longtemps, elle est venue se confronter à la réalité de la découverte du mot féminicide. Donc ce mot, je le découvre au détour d'un texte, je suis étudiante, donc on lit des textes, on en discute en cours. Et je tombe sur ce terme, donc en anglais, femicide. Donc tiens, je me dis, c'est étonnant, c'est quoi la traduction ? Ok, féminicide. Et je me retrouve à taper sur Google dans ma chambre étudiante, féminicide. Donc c'était meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. En fait, cette femme, elle est tuée parce qu'elle est placée dans une société patriarcale, dans la place de celle qui est une femme. Donc, dans une situation d'oppression, d'exploitation, de domination. Et ces 3 aspects, en fait, la rendent plus vulnérable, plus facilement, et du coup, moi, c'est le mot que j'ai utilisé, tuable. C'est la société rend possible de tuer des femmes parce qu'elles sont, dans cette société-là, des femmes. Peut-être dans une autre société qui ne serait pas patriarcale, le féminicide n'existerait pas. Et donc voilà, c'est cette découverte-là de ce terme qui fait que je me lance sur un mémoire, sur le féminicide, mais j'en étais aux premières étapes, donc j'essaie de comprendre ce que veut dire le mot. Donc je fais ce mémoire-là, je le soutiens. Et peut-être parce qu'en me lisant, il y a peut-être des gens qui se sont dit que c'était intéressant, j'obtiens un contrat doctoral, donc c'est une bourse de 3 ans, qui permet de faire une thèse. Et donc je rentre en thèse sur ce sujet, avec la volonté de non seulement de m'intéresser aux idées, comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé ce crime-là avant, comment ça se fait que les féministes n'y aient pas pensé non plus, et est-ce que le féminicide est un fait très récent, ou au contraire, il a une certaine historicité. Et donc c'est pour ça que je me retrouve aussi avec ces
c'est ce siècle et demi d'histoire que j'essaie de traiter. C'est de comprendre ce qui faisait structure. Est-ce qu'un cas de 1791, c'est le même cas qu'on retrouve en 2020 ou pas? Pourquoi on n'utilisait pas cette catégorie de féminicide avant les années 2010 en fait? Ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a des idées et des analyses tellement majoritaires qu'elles ne permettent pas à d'autres analyses qui seraient plus minoritaires d'émerger. Comment on comprend la société en fait au 19e et au 20e? En fait, l'idée qu'on puisse tuer une femme parce qu'elle est une femme n'est pas du tout envisageable. Parce qu'au 19e et au 20e, vous n'êtes pas une femme, vous êtes une épouse, une mère, une sœur. Et l'identité vraiment femme, va vraiment très fortement émerger dans les années 1970 avec la deuxième vague du féminisme, mais elle est pas... Enfin, les femmes découvrent qu'elles sont des femmes à ce moment-là. Les crimes qui arrivent en cour d'assises ne sont pas lus comme le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, mais le meurtre d'une épouse par son époux ou le meurtre d'un époux par son épouse. C'est les crimes du mariage. C'est une espèce de catégorie un peu floue, où on va retrouver tout ce qui se passe à l'intérieur de la sphère uniquement mariée. Et on ne fait pas vraiment la différence, même si, en fait, numériquement, il y a vraiment une différence. On ne va pas se poser de questions sur qui tue plus qui. C'est pas intéressant. Ce qui intéresse, c'est comment faire pour empêcher que les époux se tuent entre eux. Les débats qui se passent au 19e autour de cette question-là, du coup, la réponse qui va y être apportée, c'est le divorce qui va permettre d'empêcher les époux qu'ils se tuent entre eux. En 1884, les progressistes vont passer la loi sur le divorce. Mais ils constatent 10 ans plus tard que les chiffres n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Et là, on voit progressivement se dévoiler quelque chose de hyper important, c'est que, en fait, on va analyser ce crime comme étant produit par quoi? Par la jalousie, par la passion. Et là, on crée le crime passionnel. On est dans la lecture du crime passionnel qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. On avait quelque chose qui était un début de problème peut-être un peu plus collectif de quelles sont les structures familiales, amoureuses, etc. dans lesquelles il est possible de tuer ou quelles sont les raisons. Et donc voilà, une raison avancée, c'était le mariage, il enferme parce qu'il permet jamais d'avoir une nouvelle union. Donc si vous êtes mal marié, vous êtes mal marié à vie. Vous êtes piégé dans une union qui peut être violente, qui peut être malveillante, etc. Et par le passage au crime passionnel, on individualise beaucoup. Donc on a une lecture qui est très peu structurelle. Donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui dans ce profil de cet accusé fait que lui, il va passer au crime plutôt qu'un autre. Il dépolitise complètement. Le crime passionnel, c'est un beau crime par comparaison au crime crapuleux. Oui, parce qu'il est mu par des sentiments qui sont nobles. L'amour, c'est un beau sentiment. Le vol, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, donc c'est condamnable, c'est problématique et très sévèrement puni. Quand vous êtes un époux et vous tuez votre épouse, par exemple, si vous arrivez à faire admettre dans la tête du jury populaire que peut-être elle vous trompait, ça peut être moins de 5 ans de prison très aisément. Bon, ça, s'il y a un homicide suivi d'un vol, en fait, là, on n'arrive pas à trouver une quelconque excuse, quoi. En fait, vous avez tué parce que vous voulez voler. Et alors ça, par contre, c'est des gros dossiers, énormément d'interrogatoires, énormément de pièces. Et dans la presse, ça prend pas non plus la même place, quoi. C'est pas une petite rubrique de faits divers. C'est vraiment 2 pages sur comment il avait fait pour la cibler, quel était son passé, qu'est-ce qu'il a volé, etc. D'accord, donc le crime passionnel est considéré comme moins grave. C'est moins grave de tuer une femme que de voler, donc. J'en reviens à vos recherches. Donc j'imagine que vous avez consulté une montagne d'archives, de procès, de dossiers d'enquête, d'articles de presse. Ça veut dire que vous avez lu les récits de ce qui était considéré comme des crimes passionnels. Et en lisant ces affaires avec vos yeux d'aujourd'hui, vous disiez féminicide. Et moi déjà je me dis, est-ce que féminicide ? Est-ce que ce sont des féminicides ? Moi en face de moi j'ai homicide, meurtre, assassinat, coup mortel ayant donné la mort sans l'intention de la donner, empoisonnement.
Donc déjà, je regarde et puis j'ouvre les dossiers en me disant, bon bah là, est-ce que je pourrais dire que cette femme, elle s'est fait tuer parce que c'est une femme ? Bon, c'est très compliqué, en fait, de savoir ça. Bon voilà, est-ce que finalement toutes les femmes qui se font tuer dans une société ce sont pas des féminicides ? C'était une vraie question. Je me disais, est-ce que je peux faire la part des choses ou pas ? Donc voilà, je commence tout doucement, hein, je lis mes dossiers, je me dis, ah là, ça c'est intéressant. On parle quand même beaucoup de sa conduite sexuelle à elle alors qu'elle n'est pas là. On ne sait pas en fait si elle a trompé ou c'est juste l'accusé qui essaie de d'immiscer le doute dans l'esprit de la police. Et quand bien même elle l'aurait trompée, Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut la tuer. Effectivement, mais au 19e, hein, c'est quand même quelque chose... la tromperie en fait amène dans le couple marié des enfants illégitimes qui ne peuvent pas hériter, qui ne peuvent pas porter le nom du père, donc c'est quand même un gros problème. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux article du Code pénal, l'article 324, qui dit que l'époux peut être excusé d'avoir tué son épouse et ou l'amant en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale. Et quand on dit excusé, c'est pas qu'il est acquitté, c'est qu'il peut être condamné à 1 à 5 ans de prison maximum. Ce qui est une peine extrêmement faible quand on sait que pour un assassinat normalement, donc un crime prémédité, on peut être amené à être exécuté. La définition meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, moi j'ai eu besoin de la préciser parce que c'est ce qui m'est apparu dans les archives que j'ai dépouillées. Donc c'est des archives judiciaires, donc effectivement elles contiennent la découverte du cadavre, le certificat de décès, l'autopsie, les interrogatoires des témoins, de la famille et de la personne qui est suspectée. Il peut y avoir des plans, il peut y avoir des mèches de cheveux, il peut y avoir des clés, il peut y avoir des photos des armes, etc. Donc il y a plein de pièces. Et en lisant plus de 400 affaires, au bout d'un moment, il y a quand même des éléments dans ces cas qui sont apparus comme étant systématiques. Et donc, cet aspect systématique, c'est par exemple le fait que ces femmes, elles sont ciblées. Et donc quand on dit meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, c'est aussi ciblée parce qu'elle est une femme. C'est-à-dire qu'on va tuer cette femme-là parce qu'on se dit qu'elle est vulnérable, qu'elle ne va pas se défendre, qu'elle va être facilement tuable, qu'on peut en profiter. Alors en profiter, ça peut être... en profiter parce qu'on veut vraiment que sa vie se termine, en profiter parce qu'on veut lui extorquer des relations sexuelles, plutôt du viol, ou ça peut être de l'argent, ça peut être le vol aussi. Donc il y a cette idée de ciblage. C'est volontaire aussi dans le sens où ce ne sont pas des accidents. C'est-à-dire que les faits qui relèvent d'accidents dans les affaires que j'ai vues, je les ai sortis en fait de la catégorie de féminicide. Parce que par exemple, si vous vous battez avec un collègue et finalement le coup part et il atteint une femme dans la rue comme ça, en fait, il n'y a pas forcément de volonté de tuer. Donc j'ai sorti aussi ce critère-là. Un des faits structurants aussi que j'ai trouvé dans les affaires, c'est... je pensais que ces victimes, elles étaient parfaitement soumises, qu'elle n'avait jamais essayé de résister, et c'est la représentation que j'en avais en tant que jeune femme qui a vu les campagnes contre les violences conjugales dans les années 2000. Ces femmes, elles étaient tombées sous les coups du mari, ça donnait une idée d'une victime extrêmement passive, qui n'a rien fait en fait, qui ne s'est pas défendue, qui n'a pas essayé de résister, etc. Bon, quelle a été ma surprise de trouver dans les archives, en fait, des femmes qui résistent beaucoup, par des phrases, donc par exemple, je t'attends, viens me tuer si tu penses que tu peux vraiment me tuer. Donc j'ai vu cette capacité d'agir, du coup que j'ai rattaché à un concept qui existe, qui est l'agentivité, devenir agent, vraiment exercer toute sa capacité d'agir. Et ça, je l'ai vu beaucoup. Et c'est à partir du moment où ces femmes commençaient à agir, parce qu'elles se sentaient tuables, qu'elles se font tuer. Ça va être perçu, leur tentative d'action va être perçue comme une transgression. Une transgression dans ce qu'il est possible de faire quand on est une femme. Donc par exemple, dans le cadre conjugal classique, ça va être donc une concubine qui a bien compris que en fait, son amant, il n'allait pas l'épouser. Il travaille pas, donc en fait, il l'exploite, il utilise son argent, et donc finalement, elle se dit, je pars.
Elle n'est pas liée par un contrat, elle n'est pas mariée, donc elle peut partir. Elle part. Et elle va dire à sa voisine, bon, bah, tu lui dis pas où je suis, je vais lui dire que je suis partie à tel endroit, mais en fait, je suis partie à un autre endroit. Et elle masque un petit peu, on va dire, sa fuite. Bon, et en fait, ça, le fait qu'elle soit partie, qu'elle ait abandonné potentiellement le domicile du couple, même s'il n'est pas marié, va faire que cet homme avec qui elle a une relation peut se dire, en fait, non, moi j'ai envie qu'elle reste avec moi, et du coup, là, il va se mettre en action, par exemple, il va la traquer, etc. Et il finit par la tuer. C'est comme s'il avait un droit de correction ? Complètement. Il s'octroie le droit de correction de l'époux, là. C'est-à-dire qu'il se dit, en fait, voilà, cette femme, elle peut pas m'échapper. Donc j'ai vraiment des concubins qui vont demander partout où ils peuvent, est-ce que vous avez vu une telle, voilà, ils vont la retrouver, et puis c'est à ce moment-là qu'elles peuvent, si elles refusent de se remettre en couple, elles peuvent se faire tuer à ce moment-là. L'agentivité, c'est la capacité d'agir. L'agentivité, c'est la capacité d'agir. C'est une capacité d'agir qui est assez particulière parce que c'est une capacité d'agir avec ce qu'on a fait de moi. Ça, c'est la définition de Judith Butler. Non ? Exactement. C'est la définition de Judith Butler. Ça prend en compte ce qu'on a fait de vous, c'est-à-dire que si la société vous place dans une position où vous êtes dominé parce que, par exemple, vous êtes une femme, à ce moment-là, votre agentivité n'est pas celle d'un homme. Vous n'avez pas toutes les marges de manœuvre qui sont en votre possession pour agir. Vous avez certaines marges de manœuvre que vous allez essayer d'utiliser. Et c'est ça l'agentivité, c'est essayer de faire tout ce que je peux avec ce qu'on a fait de moi dans la position dans laquelle je suis. Donc, par exemple, être une femme de classe populaire, être une femme pauvre, être une femme migrante, etc. Quand on commence à rechercher ces traces d'agentivité, alors on les retrouve beaucoup d'ailleurs dans les voix des sœurs, des voisines, des mères, des enfants. Quand on essaie de savoir comment cette victime, qui n'est plus là, moi mes archives, voilà, elles sont mortes, donc j'ai pas la parole des victimes. Donc il faut que j'essaie de retrouver leur récit à travers les mots des autres. Alors les mots des autres, ça peut être les mots de l'auteur, celui qui est accusé, mais ça peut aussi être le mot des voisines, etc. Et dans les mots des voisines, on va retrouver cette agentivité. Oui, en fait, elle m'avait dit il y a quelque temps qu'elle se refusait à avoir des relations sexuelles avec son mari et que ça occasionnait de la violence de la part de son mari parce qu'il voulait la contraindre à ces rapports-là, par exemple. Et donc là, on retrouve ce que ces femmes ont voulu faire par les témoignages de ses voisines, ses sœurs, ses enfants. Alors dans votre thèse, et dans votre livre aussi d'ailleurs, vous dites que le féminicide, c'est un crime annoncé. C'est-à-dire qu'il a été annoncé par l'auteur du crime, qui parfois prévient sa victime, il dit si ça continue, je vais te tuer. Ou alors parce qu'il y a eu une série de crimes qui ont précédé. Oui, c'est un crime annoncé parce qu'il y a très peu de dossiers dans lesquels j'ai pas retrouvé des menaces de mort, et des menaces de mort qui vont être réitérées, c'est-à-dire qu'elles arrivent plusieurs fois. Donc souvent, ce qu'on va trouver, c'est menaces de mort au pluriel dans les dossiers et on peut les avoir détaillées. C'est-à-dire une voisine qui va dire ce jour-là, il est venu avec un couteau et il l'a menacé de mort. Quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, travaille dans une usine de textile, qui va dire cette ouvrière, il est venu la menacer de mort sur son lieu de travail. Et donc ces menaces de mort, elles ont pour effet de signifier à la victime qu'elle est tuable. C'est notamment comme ça qu'elle va comprendre qu'elle est tuable. Par ces menaces de mort qui sont répétées, mais aussi par le fait de montrer des armes. Donc, j'ai beaucoup de cas où j'étais très étonnée, mais par exemple, donc cet homme qui va tuer cette femme-là a un pistolet, dort avec un pistolet sous son oreiller. Et il lui montre de temps en temps, voilà, ce pistolet, si tu te tiens pas bien, il va servir à te tuer. Et puis ça peut être des phrases un peu plus générales. Je vais te tuer avec ce revolver que j'ai dans la commode. Je vais te tuer avec cette corde qui est dans la cave et que je vais te passer autour du cou. Et donc, en fait, c'est pas seulement des menaces de mort, mais elles sont aussi accompagnées d'un script. Donc, il y a déjà quelque chose qui est pensé dans la mise à mort. Donc, ça a pour effet, en général, de faire agir les victimes. Et c'est à ce moment-là que les victimes, elles se sentent tuables et qu'elles vont être dans l'agentivité. Elles vont essayer de résister comme elles le peuvent en dénonçant les violences. Donc, par exemple... auprès de commissariats, auprès de voisines, en parlant des violences, en fait, en les faisant exister. Mais ça peut être aussi des attitudes qui sont plus difficiles parfois à qualifier, ou qui pourraient sembler un peu plus éloignées, comme par exemple le fait de se moquer, de rire. Je te crois pas, en fait, que tu vas me tuer, et je rigole.
Donc c'est des manières essayer de se sortir de ces situations de domination, en essayant de retourner la domination, en essayant de résister. Mais ces résistances, parfois, elles peuvent être très, très minimes. Alors ce que j'ai appris aussi en vous lisant, c'est que ces meurtres de femmes, ces féminicides, ne sont pas pris au sérieux à la fois par les acteurs judiciaires, mais aussi par la presse, qui les minimise en quelque sorte. Oui, par exemple, ça va être, elle demandait le divorce depuis longtemps, il lui refusait. Donc en fait, ça va être lu comme, un couple qui fonctionnait pas très bien, mais ça va pas être analysé comme quelque chose de politique, quelque chose d'important. C'est quand même pas de la criminalité dangereuse, en fait. C'est pas le vol. Vous avez travaillé 6 ans sur ces affaires, vous avez soutenu une thèse. Moi, j'ai travaillé 6 ans sur une affaire criminelle, l'affaire Thierry Paulin. Vous avez dû en entendre parler ? Oui. Évidemment, j'avais entendu ce mot féminicide. Je l'avais employé lors de ma première interview. J'étais interviewé, je me souviens, sur France Inter, juste après la diffusion du podcast. Et j'avais parlé de féminicide en me disant, mais peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça parce que le féminicide, c'est plutôt dans la sphère privée. C'est ce que je m'étais dit. Je voyais qu'il n'y avait pas trop de réactions. Je me dis, peut-être que je l'emploie à tort. Et j'ai complètement évacué ce mot de mon travail. Et ce que j'ai découvert dans vos travaux, c'est qu'au cours de vos recherches, vous êtes tombé sur des cas qui ressemblaient étrangement à l'affaire Paulin. Et que ces affaires, alors qu'on pourrait penser que ce sont de simples histoires de vol qui dégénèrent, des faits divers, vous les qualifiez de féminicide. À suivre.